Mon fils a vidé mon compte bancaire et m'a mise dehors à coups de pied pour installer sa femme et sa belle-mère. Je n'ai rien dit. Mais 3 jours plus tard, mon fils m'a appelé en pleurant disant « Maman, que as-tu fait ?» Ma vengeance fut fatale. Avant de tout te raconter, laisse-moi un commentaire pour me dire depuis quelle ville tu écoutes mon histoire. J'aimerais savoir jusqu'où ma voix est arrivée. La première fois qu'Elena sentit que son fils ne lui appartenait plus, ce fut à cause d'un claquement de porte. Un coup sec, brutal, qui résonna sur les murs comme un coup de feu et la laissa paralysée, la cuillère en bois à la main et le tablier taché de ragoût. Dehors, la pluie tombait avec rage, les gouttes sur les vitres sonnaient comme des griffes. Et à l'intérieur, son fils, son unique fils, la regardait avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle avait 62 ans, les cheveux relevés en un chignon improvisé dans l'après-midi, les yeux cernés d'une fatigue digne d'une autre vie, pas de la sienne. Pendant 3 décennies, elle avait travaillé en double service comme infirmière, avait renoncé à sa jeunesse, au voyage, à l'idée de reconstruire sa vie après être devenue veuve trop tôt. Tout cela pour Daniel. Et maintenant, Daniel lui parlait comme à une étrangère. Elena posa la cuillère sur la table et esquissa un sourire nerveux. Elle croyait à un malentendu, une mauvaise blague. « Qu'est-ce que tu racontes, mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Daniel ne souriait pas. Il avait 34 ans, portait une chemise bleue fraîchement repassée qu'elle avait préparée le matin même. À ses côtés, Laura, sa femme, croisait les bras, affichant un air de triomphe à peine dissimulé. La belle-mère, installée depuis plusieurs semaines dans la même maison, observait la scène depuis un coin, silencieuse, comme quelqu'un qui connaît déjà la fin de la pièce. « Il est temps que tu vives ailleurs, maman. Cette maison est désormais à Laura et à moi. Il n'y a pas de place pour 3 familles, » dit Daniel. Sa voix était froide, sans la moindre hésitation. Elena le regarda et lâcha un petit rire nerveux, comme pour briser la glace. « Daniel, enfin. Ne dis pas de bêtises. C'est ta maison, mais c'est aussi la mienne. Tu as grandi ici, tu dormais ici quand tu avais de la fièvre, ici. » Laura fit un pas en avant. « Il n'y a plus rien à dire, madame. Vous saviez que cela arriverait tôt ou tard. Il vaut mieux l'accepter avec dignité. » Elena sentit une douleur lui traverser la poitrine. La belle-mère de Laura leva un sourcil, savourant la scène. « Daniel, je suis ta mère, » murmura Elena, à peine audible. « Tu étais ma mère, » dit-il en baissant les yeux. « Maintenant, tu gênes. » Le mot tomba comme une pierre. « Tu gênes. » Elena porta la main à sa poitrine. « Pourquoi me hais-tu autant ? » « Je ne te hais pas, » répondit Daniel. « Tu ne fais juste plus partie de ma vie. » Elena sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Jusqu'à cet instant, elle avait cru que tout ce qu'elle avait fait pour son fils, les nuits sans sommeil, les dettes payées, les mains crevassées d'avoir lavé son linge, les disputes pour le défendre, bâtiraient un amour solide. Mais ce soir-là, sous la pluie battante derrière la vitre, elle comprit que l'amour n'était pas un bouclier. « Qu'avez-vous fait de mon compte ?» demanda-t-elle soudain, car ces derniers jours, elle avait remarqué des mouvements étranges. Elle n'avait pas voulu y croire, mais la somme avait disparu, comme un puits asséché. Daniel garda le silence. Laura esquissa un sourire à peine perceptible. « Vous allez partir tout de suite. »« Prenez vos affaires, » ordonna Laura. Elena fit un pas en arrière, les yeux rivés sur son fils. « Daniel, ne laisse pas faire ça. Je suis ta mère. C'est ma maison. »« Ce ne l'est plus, » répondit Laura. Elle la poussa violemment vers la porte. Elena trébucha sur le tapis, tomba à genoux. Elle sentit le froid du sol contre ses paumes. La porte s'ouvrit brusquement, la pluie entra comme une bête enragée. Son tablier fut trempé en quelques secondes. Elena se releva lentement, digne, tremblante. « Vous n'avez pas le droit. » Laura répondit d'une voix douce mais venimeuse. « Vous l'avez signé vous-même. Tout est en règle. » Elena regarda Daniel. « Signer quoi ?» Il détourna le regard. « Il vaut mieux que tu partes, maman. C'est décidé. » La porte se referma derrière elle dans un claquement sec. Dehors, la boue salissait ses chaussures, la pluie lui fouettait le visage.
Elena sentit son cœur se dissoudre, mais elle ne pleura pas. Pas là. Elle marcha jusqu'au coin de la rue, sans but. À travers la fenêtre, elle crut voir Laura enlacer Daniel pour le consoler. Elle ne sut pas ce qui lui faisait le plus mal, l'argent perdu ou le toit arraché. Sous la pluie battante, le bruit des gouttes l'accompagnait comme un tambour lointain. Elle se souvint, malgré elle, de Daniel à 6 ans, refusant de dormir sans qu'elle lui chante une berceuse. Elle se revit lui promettant. « Je serai toujours là pour toi, maman. » Ces mots n'étaient plus qu'un écho brisé. Elle passa devant une voisine, Martha, qui la regarda avec stupeur. « Elena, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es trempée. »« Ce n'est rien, Martha. »« Rien qui ne soit déjà fini, » répondit-elle d'une voix étouffée. Elle continua à marcher. À chaque pas, les souvenirs se mêlaient au présent. Les regards de mépris de Laura, les petites décisions ignorées par amour, les silences de Daniel quand sa femme parlait à sa place. Tout prenait sens. Il y avait eu des signes. Des signes qu'elle n'avait pas voulu voir. La pluie redoubla d'intensité. Elena arriva au parc, en face de l'église. Elle s'assit sur un banc trempé. Elle retira son tablier, le serra entre ses mains comme un morceau de vie qui se défaisait. Elle leva les yeux vers le ciel gris. « Mon Dieu! Que ai-je fait pour mériter cela ?» Un tonnerre répondit au loin. Elena ferma les yeux. Elle sentait la trahison sur sa peau, comme une brûlure. Pendant ce temps, à la maison, Daniel appuyait son front contre le mur, tremblant. « Était-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-il d'une voix basse. Depuis la cuisine, Laura répondit sans le regarder. C'était inévitable. Elle ne serait jamais partie d'elle-même. « Tu sais bien que c'est mieux ainsi. »« C'est ma mère, » murmura-t-il. « C'était ta mère, » corrigea Laura. « Maintenant, c'est nous. Ta famille, c'est ici. » Daniel ne répondit pas. Il s'assit, le regard fixé sur la porte close. Dehors, la tempête continuait. Sur le banc du parc, Elena frissonna. Elle sortit de sa poche un petit carnet où elle notait ses dépenses. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. Le compte était vide. Il ne restait rien. Ni maison. Ni argent. Ni fils. Ni voix. Elle respira profondément. La pluie coulait sur ses joues. Elle ne savait plus si c'était de l'eau ou des larmes. Elle se leva lentement. Regarda l'église fermée. « Je ne peux pas rester ici, » murmura-t-elle. Elle fit un pas vers la rue, sans savoir où aller. Mais dans un recoin de son esprit, quelque chose commença à bouger. Ce n'était pas de la haine. Ni de la colère. C'était autre chose. Une graine sombre, minuscule, qui n'avait pas encore de nom. Elle s'arrêta sous un réverbère vacillant. Elle serra le tablier contre sa poitrine. « Ça ne restera pas comme ça », chuchota-t-elle. Sa voix se perdit dans la pluie. La caméra invisible de cette histoire s'éloigne, Elena marche dans une rue déserte, sous un ciel de plomb. L'orage ne faiblit pas. Ses pas laissent des traces dans la boue, vite effacées. Elle ne sait pas que dans 3 jours, son fils l'appellera en pleurs. Elle ne sait pas que la graine qui vient de naître en elle deviendra quelque chose qu'on ne pourra plus arrêter. Et ce n'est là que la première nuit. La première fissure. Le commencement du claquement de porte. Elena se réveilla sur une chaise métallique, la tête appuyée contre un mur blanc, un froid humide lui montant des pieds jusqu'au cou. La salle d'attente de l'hôpital était presque vide. Une femme dormait, serrant un sac à dos contre elle, dans l'angle opposé. L'horloge marquait 5h43. Le murmure d'une télévision allumée à la réception brisait à peine le silence. Elle s'était réfugiée là par habitude, non par logique. L'hôpital où elle avait travaillé pendant 29 ans n'était pas seulement sa seconde maison, c'était le seul endroit qui ne l'avait pas trahie. Elle savait comment s'y déplacer, à quelle heure les équipes changeaient, où s'asseoir sans qu'on la chasse. Elle ne portait plus le tablier. Elle l'avait laissé dans une poubelle à l'aube. Elle l'avait serré si fort contre sa poitrine que, lorsqu'elle l'avait relâché, elle s'était aperçue que le cordon s'était rompu. Comme sa vie. Comme sa famille. Elle ouvrit son sac à main, en sortit un vieux carnet. Elle écrivit, jour 1.
Mise à la porte. Compte à 0. Sans maison. Elle resta à regarder ces mots comme s'ils ne lui appartenaient pas. Jour 1. Cela sonnait comme une maladie, un traitement. Et c'en était un. Elle le savait au plus profond de son âme. Ce qu'elle ressentait n'était pas de la tristesse. C'était autre chose. Une douleur qui ne trouvait pas de place dans le corps. Comme si elle la ressentait pour quelqu'un d'autre. Comme si son cœur était dans le coma, mais que ses souvenirs, eux, étaient éveillés. Et alors ils arrivèrent. Comme des aiguilles sous la peau. Les souvenirs. Daniel, âgé de 6 ans, enveloppé jusqu'au cou dans les draps, tremblant de fièvre. Elle, sans sommeil depuis 2 jours, lui chantant doucement en lui posant des compresses froides sur le front. « Je vais bientôt mieux, maman ?»« Presque, mon amour. Mais ne t'inquiète pas, tant que je suis là, rien de mal ne t'arrivera. » Les mots étaient doux, mais aujourd'hui, ils sonnaient comme des promesses brisées. Elle se sentit stupide. Elle se sentit utilisée. Elle se sentit invisible. Dans la cafétéria de l'hôpital, le café était mauvais, mais chaud. Elle le but à 2 mains, comme un élixir. Elle se souvint du jour où elle avait mis en gage sa bague de fiançailles pour payer à Daniel un traitement d'orthodontie qu'il ne pouvait pas se permettre. La bague n'avait pas de grande valeur, mais elle avait une histoire. C'était tout ce qui restait du père de Daniel, cet homme mort dans un accident de la route alors que Daniel n'avait que 3 ans. Elena avait 27 ans à l'époque et la vie devant elle. Mais elle avait refermé la porte à tout. Elle avait eu des propositions. Oui. Une en particulier l'avait hantée des années. Louis. Technicien en radiologie. 8 ans de plus qu'elle. Chaleureux, loyal, lui aussi veuf. Ils se comprenaient sans parler. Ils partageaient des cafés, des horaires impossibles et parfois, au milieu de la nuit, des conversations sur l'injustice de la vie. Un jour, Louis avait été clair. « Elena, tu n'as pas à rester seule. Toi et moi, on pourrait commencer quelque chose. Regarde, la vie nous a déjà assez frappés, non ?» Elle l'avait regardé avec tendresse, mais fermeté. « Mon fils est ma priorité. Je ne veux pas qu'il grandisse avec un homme qui ne soit pas son père. Je ne peux pas te demander de partager ma vie si ma vie tourne autour de lui. » Louis avait compris. Il avait quitté l'hôpital 1 an plus tard. Il s'était marié avec une autre femme. Elena ne lui en voulut pas. Elle avait choisi son chemin. Et elle l'avait fait avec conviction. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que ce chemin la mènerait sur un banc d'hôpital, le compte vide et l'âme en miettes. Des années plus tard, une amie d'adolescence, Gloria, l'avait confrontée un soir chez elle, après un dîner où Elena avait servi de la soupe, du riz et des prétextes. « Tu t'effaces, Elena. Tu crois vraiment que Daniel va te remercier pour tout ça? Tu ne vois pas que tu restes seule? Il me remerciera. Un jour, il comprendra, répondit Elena sans hésiter. Cette conversation datait de 2008. Daniel avait 18 ans. Il allait entrer à l'université. Elle lui avait tout donné, elle avait vendu un bijou ancien de sa mère, contracté des prêts, travaillé de nuit. Elena ne pouvait pas se permettre que son fils n'étudie pas. Pas après tout ce qu'elle avait perdu. Et Daniel, il était intelligent. Ambitieux. Charmant. Mais aussi faible. Vulnérable à l'applaudissement. À la facilité. Au confort. Elena le défendait même lorsqu'il ne se défendait pas lui-même. Quand il fut accusé de tricher à un examen, Elena s'était rendue à l'université, ses notes à la main, pour prouver que son fils connaissait la matière. « Mon fils n'a pas besoin de tricher. C'est moi-même qui l'ai aidé à étudier. » Le directeur l'avait écouté patiemment, puis lui avait montré les courriels dans lesquels Daniel avait acheté les réponses des examens. Malgré tout, Elena avait tout nié. Elle avait défendu l'indéfendable. Elle s'était fâchée avec des amis, avait perdu des collègues. Mais jamais elle n'avait cessé de justifier Daniel. À présent, elle se demandait, combien de fois m'a-t-il menti? Et combien de fois ai-je laissé faire? Elle appuya son front contre la table de la cafétéria. Dehors, l'aube commençait à poindre. La lumière n'aidait pas. Elle ne rendait pas la journée moins froide.
Elle ne rendait pas la trahison moins douloureuse. Ce qui la blessait le plus, ce n'était pas le compte vide, ni la bousculade. C'était cette phrase, « Tu n'as plus ta place dans ma vie ». À quel moment était-elle passée du statut de mère à celui de fardeau? Elle se souvint du jour où Laura était entrée dans la vie de Daniel. Elle avait un caractère dominant, Elena l'avait remarqué dès leur première rencontre. Polie, oui, mais avec un air de supériorité difficile à dissimuler. Elena avait essayé de se rapprocher. Elle avait cuisiné son plat préféré, aidé au déménagement, pris soin d'elle lorsqu'elle était malade. Toujours avec le sourire. Mais jamais avec réciprocité. Il y avait dans le regard de Laura quelque chose qui disait « Tu ne comptes plus ». Elena avait ignoré cela. Elle avait pensé que c'était de la jalousie. Que le temps arrangerait les choses. Mais au fil des mois, Laura avait commencé à prendre des décisions qui ne lui appartenaient pas. Elle avait changé la décoration de la maison, enlevé des photos, modifié les horaires. Daniel ne disait rien. Il semblait à l'aise de laisser les autres diriger sa vie. « Mon fils, ça ne te dérange pas qu'elle ait enlevé les photos de ton enfance dans le couloir ?» demanda-t-elle un soir. « Ce ne sont que des photos, maman. Ce n'est pas grave. » Ce fut le premier signal d'alarme. Le second arriva avec une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Elle cherchait une écharpe dans la buanderie lorsqu'elle entendit Laura parler au téléphone dans la cuisine. « Oui, elle vit encore avec nous, mais ne t'inquiète pas. Tout est prêt pour qu'elle parte bientôt. Avec la signature que Daniel m'a donnée, on peut bouger le compte sans qu'elle s'en aperçoive. Tu crois qu'une femme de plus de 60 ans va remarquer quelque chose? C'est une brave femme, mais naïve. » Elena était restée figée. Elle ne comprenait pas bien. Elle avait cru mal entendre. Elle avait pensé que ce n'était pas possible. Elle n'avait rien dit. Pas ce jour-là. Elle avait gardé pour elle la peur. Le doute. L'intuition. Et maintenant, dans cette salle d'hôpital, elle se souvenait de cette conversation avec une lucidité glaciale. Peut-être l'avait-elle toujours su. Peut-être n'avait-elle pas voulu le savoir. Il était plus facile de rester la mère dévouée que d'affronter l'idée d'avoir élevé un homme incapable de la défendre. Elena se leva lentement. Le café avait refroidi. Ses jambes la faisaient souffrir. Elle marcha jusqu'à l'accueil. Demanda un peu d'eau. Une infirmière la reconnut. « Madame Elena ? Ça fait longtemps. Vous allez bien ?» Elena força un sourire. Elle n'allait pas bien. Mais elle ne pouvait pas le dire. « Je venais rendre visite. Je suis restée un peu trop longtemps, mentit-elle. « Vous travaillez toujours aux soins intensifs ?» demanda l'infirmière. « Non. Je suis en train de régler certaines choses. » Elle retourna s'asseoir. Sortit son carnet. Écrivit, jour 1, partie 2. Personne ne s'en soucie. Elle pensa à appeler quelqu'un. Mais qui? Ses amis s'étaient éloignés. Certaines étaient parties. D'autres s'étaient lassées de la voir toujours occupée, toujours pleine d'excuses pour ne pas sortir. Elena avait consacré toute sa vie à une seule personne. Et cette personne l'avait rejetée comme un vieux meuble. La pluie avait cessé. Le ciel commençait à s'éclaircir. Elle sortit de l'hôpital et se dirigea vers l'arrêt de bus. Elle n'avait nulle part où aller, mais ne voulait pas rester immobile. Elle avait besoin de bouger. De sentir qu'elle pouvait encore choisir quelque chose. Le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita. Répondit. Madame Elena Moreno? Oui, c'est moi. Nous appelons de la banque. Nous devons confirmer certains mouvements autorisés sur votre compte par un tiers. Elena s'arrêta net. Quel genre de mouvement? D'importants transferts. L'un au nom de Laura Diaz et l'autre au nom de Francisca Ortega. Ces noms vous disent quelque chose? Sa gorge se serra. Oui. Ce sont ma belle-fille et sa mère. Avez-vous signé une procuration leur permettant de gérer votre compte? Non. Jamais. Dans ce cas, il faut venir d'urgence. Nous soupçonnons une falsification. Elena ne raccrocha pas. Le téléphone tomba au sol.
Elle le ramassa d'une main tremblante. La trahison était plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Alors qu'elle montait dans le bus, son regard était vide. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Et ce qui se révélait était pire qu'un simple dépouillement, c'était une trahison préméditée. Froide. Légale. Le siège du bus était dur, mais pas autant que la réalité qui se déroulait sous ses yeux. Elle posa la tête contre la vitre et ferma les yeux. Son fils n'était plus seulement un homme faible. Il était complice. Et peut-être quelque chose de pire. La ville bougeait autour d'elle. Personne ne remarquait la femme qui cessait d'être mère à cet instant. Personne ne voyait qu'une partie d'elle était en train de mourir. La version d'elle-même dévouée, loyale, sacrifiée. Et qu'à sa place, autre chose commençait à naître. Jour 1. Il avait commencé avec la pluie et la perte. Jour 2, serait une autre histoire. Elena descendit du bus alors que le soleil commençait à teinter les murs d'une couleur pâle, presque grise. Ses pas la menèrent, sans qu'elle sache pourquoi, dans la rue où elle avait grandi. La même rue où elle jouait enfant avec sa sœur cadette, aujourd'hui installée dans un autre pays et avec qui elle parlait à peine. Personne ne savait qu'elle était là. Personne ne l'attendait. Cette pensée lui creusa un vide plus douloureux que la faim. Elle s'appuya contre un réverbère et inspira profondément. Elle devait réfléchir. Pas au chaos. Pas au vol. Mais à tout ce qu'elle avait permis, à tout ce qu'elle s'était tue pendant des années. Et le pire était de l'admettre, la vérité ne l'avait pas frappée d'un seul coup. Elle était venue lentement. Une série de signes, de gestes, de phrases qu'elle avait choisi d'ignorer. Parce qu'elle préférait croire que l'amour justifiait tout. Parce qu'au fond, elle avait eu peur que ce que son cœur pressentait, soit vrai. Le premier signe était apparu des mois plus tôt, quand Laura lui avait suggéré de mettre à jour les informations de son compte bancaire. Elena cuisinait, et Laura s'était approchée avec un doux sourire et une chemise à la main. « Tu as une minute ? C'est pour le compte. Pour faciliter les paiements de la maison. On peut le mettre au nom de Daniel et du tien, comme ça les factures se paient depuis un seul compte. C'est plus pratique. Et puis comme ça, tu n'auras plus besoin d'aller à la banque. Tu n'es plus toute jeune, Elena. » La phrase lui fit froncer les sourcils. Plus toute jeune. Mais Laura l'avait dit sur le ton d'une plaisanterie affectueuse. Daniel, assis sur le canapé, ne dit rien. Il leva les yeux un instant, puis retourna à son téléphone. Elena le regarda, attendant un signe. Mais il se contenta de dire. « Écoute-la. Laura s'y connaît mieux que nous là-dedans. » Et elle obéit. Elle signa sans lire. Elle faisait confiance. Ou avait besoin d'y croire. Plus tard, le soir même, elle demanda à Daniel si tout cela ne lui paraissait pas excessif. « Ça ne te dérange pas qu'elle gère mes comptes ? Je ne veux pas m'imposer si. »« Maman, ça suffit. Tu vois toujours des fantômes partout. Tu ne nous fais pas confiance ?» Elena se sentit coupable. Comme si douter avait été une trahison. Alors, elle se tut. Et ce fut là son erreur. Pas la signature. Pas le document. Le silence. La peur de déranger. De paraître méfiante. Cette peur l'avait aveuglée pendant des années. Elle se souvint d'une autre scène. Elle rentrait à la maison avec des sacs de courses. Elle entendit des voix venant de la salle à manger. Laura parlait à voix basse, mais distinctement. « Ta mère est un poids émotionnel, Danny. Tu n'es plus son petit garçon. » Et la réponse de son fils fut une lame qui la faisait encore saigner. « Elle ne saura jamais ce qu'on fait, elle est trop confiante. » Elena resta figée sur le seuil. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Elle ne voulut pas en entendre plus. Elle entra comme si de rien n'était. « J'ai acheté les biscuits que tu aimes, Laura. »« C'est gentil, Elena, » répondit Laura sans lever les yeux. Ce soir-là, en préparant le dîner, elle se convainquit qu'elle avait mal compris. Qu'il parlait peut-être d'autre chose. D'une dépense, d'une démarche. N'importe quelle excuse pour rendre la phrase de son fils plus supportable. Ce soir-là, elle décida d'ignorer. Ce n'était qu'un mauvais moment, se dit-elle. Il était fatigué.
Mais ce n'était pas un moment. C'était un avertissement. Un signe déguisé en routine. Au fil de la journée, Elena s'arrêta devant un petit café. Elle s'assit près de la fenêtre. Commanda un thé, elle n'avait pas faim. Le serveur lui demanda si elle attendait quelqu'un. Elle répondit que oui, même si c'était faux. Elle ne voulait pas admettre qu'elle était seule. Au fond, ce n'était pas la solitude physique qui la pesait. C'était la solitude émotionnelle. Celle qu'on ressent quand on comprend que les gens qu'on aime ne vous voient plus. Ou pire, qu'ils vous voient, mais comme un fardeau. Elena porta la tasse à ses lèvres et se rappela quand Daniel avait commencé à disparaître émotionnellement. Pas d'un coup. D'abord, il avait cessé de lui raconter ces choses. Puis, il avait répondu par monosyllabes. Ensuite, Laura avait commencé à parler à sa place. Daniel dit que tu ne devrais plus utiliser le salon pour tes bricolages. Ça fait du désordre. Daniel dit que tu regardes trop de feuilletons. Ça te rend négative. Daniel pense que tu devrais arrêter de cuisiner autant. Ce n'est plus nécessaire. Mais Daniel ne disait rien. Il acquiesçait simplement. Comme si sa voix était devenue celle de sa femme. Un après-midi, Elena voulut lui parler seule à seule. Elle attendit que Laura sorte. Prépara du thé et des biscuits. On peut parler? Tous les deux, comme avant. Comme quand tu étais petit. Daniel accepta à contre-cœur. Il s'assit face à elle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux savoir si tu vas bien. Si c'est ce que tu veux vraiment. Si tu es heureux. Il fronça les sourcils. Pourquoi tu doutes toujours de tout? Pourquoi tu fais comme si Laura me contrôlait? Ce n'est pas à cause d'elle. C'est à cause de toi. Je te sens éteint. Je suis fatigué. C'est tout. Tu fais tout un drame pour des choses qui n'en valent pas la peine. Tu fais toujours ça. Elena avala sa salive. Elle se sentit toute petite. Comme si quelqu'un lui avait posé un doigt sur le front pour la repousser en arrière. Pardon, dit-elle. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste qu'on vive en paix. D'accord? La conversation s'arrêta là. Cette nuit-là, Elena pleura en silence. Elle le fit dans la salle de bain, la douche ouverte, pour que personne ne l'entende. Mais le lendemain, elle sourit comme toujours. Elle fit la cuisine comme toujours. Parce qu'elle ne savait pas faire autrement. Parce que c'était son langage, la bienveillance. Maintenant, dans ce café, tandis que la ville suivait son cours, elle comprenait que ces petites scènes étaient des blessures qui ne saignent pas. Des coupures invisibles. Des mots apparemment inoffensifs qui, avec le temps, te vident. Comme si quelqu'un retirait ton courage cuillerée par cuillerée. Elle sortit son carnet. Elle nota, jour 2. Tout ce que j'ai ignoré. Tout ce que j'ai avalé par peur de les perdre. Le serveur s'approcha. Vous allez bien? Non. Mais merci de demander. Elena quitta le café. Elle marcha sans but. Jusqu'à ce qu'une idée traverse son esprit comme une étincelle. Elle retourna dans le quartier des banques. Elle avait besoin de preuves. De quelque chose qui lui rende le contrôle. Elle savait que la banque avait mentionné une signature, une procuration. Elle devait la voir. Voir si c'était vrai. Ou si tout cela n'était qu'une mascarade légale déguisée en gentillesse. Elle entra dans l'agence. Demanda à parler au directeur. Expliqua, d'une voix tremblante, qu'elle avait découvert des mouvements suspects. Le directeur la regarda avec professionnalisme, mais aussi avec distance. Vous êtes sûr de ne pas avoir signé une procuration? J'en suis sûr. Je n'ai rien signé qui autorise des transferts au nom de Laura ni de sa mère. Nous avons ici un document signé il y a 2 mois. Nous devons vérifier si la signature est authentique. Elena le demanda. Elle en avait besoin. Lorsqu'on lui remit la feuille, sa respiration se figea. Là, il y avait son nom. Là, sa prétendue signature. Mais ce n'était pas la sienne. Ou du moins, pas exactement. C'était une imitation. Bien faite. Assez pour tromper quelqu'un qui ne la connaissait pas. Mais elle le sut immédiatement. La courbure du E,
Le trait final du monsieur, ce n'était pas son écriture. C'était une copie. Elena sentit le monde se dérober sous ses pieds. Et en même temps, quelque chose s'alluma en elle. Une colère maîtrisée. Non destructrice. Lucide. Silencieuse. Mais ferme. Ce genre de colère que seules les bonnes personnes ressentent quand elles découvrent que leur bonté a été piétinée. Elle garda une copie du document. Remercia. Et sortit. Elle marcha la tête haute. Comme si le poids sur son dos commençait à trouver une autre façon d'être porté. Au coin de la banque, elle sortit son téléphone. Appela un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis des années. Gloria. Elena? Tu es occupée? Pas pour toi. Où es-tu? Tout près. Je peux te voir? Gloria arriva 20 minutes plus tard. Elle la trouva assise sur un banc, le regard perdu à l'horizon. Tu as l'air différente. Je le suis. Je crois que je me réveille de quelque chose. Que s'est-il passé? On m'a tout volé. Et je ne parle pas d'argent. On m'a pris mon fils. On m'a pris ma maison. Mais le plus douloureux, c'est que je l'ai permis. C'est moi qui leur ai donné les clés. Je leur ai tout donné. Gloria s'assit à côté d'elle. Lui prit la main. Se réveiller fait mal, mais vivre endormi, c'est pire. Maintenant, fais en quelque chose. Je le ferai. Mais pas par haine. Je le ferai par vérité. Que vas-tu faire? Elena inspira profondément. Je vais regarder en arrière. Pas pour y rester. Mais pour savoir par où ils sont entrés. Pour fermer cette porte. Et après, on verra. Cette nuit-là, Elena ne dormit pas sur un banc. Elle ne retourna pas non plus à l'hôpital. Gloria lui proposa de rester, mais elle refusa. J'ai besoin d'être seule. Ce combat est le mien. Elle marcha jusqu'à une auberge bon marché. Demanda une chambre. Se regarda dans le miroir. La femme qu'elle vit n'était plus celle qui était sortie sous la pluie, le tablier trempé. C'en était une autre. Une femme qui avait été mère jusqu'à disparaître. Et qui maintenant, enfin, renaissait. Jour 2. Les blessures qui ne saignent pas. Celles qui se cachent sous la peau. Celles que toi seul connais. Et il en restait encore beaucoup à rouvrir. La nuit tombait sans bruit, comme si l'obscurité savait qu'elle ne pouvait plus faire de mal que celui déjà fait. Elena était assise au bord d'un lit étranger, dans une chambre simple de l'auberge, les mains croisées sur les genoux, le regard fixé sur le mur. Elle ne pleurait pas. Elle ne dormait pas. Elle respirait seulement, de façon irrégulière, comme quelqu'un qui essaie de rester en vie au milieu du naufrage. Elle avait la copie du document bancaire pliée dans la poche de son manteau. Elle l'avait lu tant de fois qu'elle connaissait chaque trait mal reproduit de cette fausse signature, chaque point mal placé. Sa signature. Ou du moins, celle qu'on avait tenté de falsifier avec audace. Et même si tout en elle criait que cela suffisait pour exploser, quelque chose lui disait qu'il y avait plus. Que ce n'était que la surface d'une blessure plus profonde. Et elle avait raison. Le lendemain matin, après avoir bu un café réchauffé dans un gobelet en plastique, elle retourna à l'hôpital. Pas pour chercher refuge. Elle y retourna parce qu'elle en connaissait le rythme, parce qu'elle savait que là-bas, il restait encore des collègues du bon vieux temps. Des gens qui ignoraient ce qui lui était arrivé et qui n'avaient pas besoin de le savoir. Elle entra d'un pas assuré, comme si elle y travaillait encore. Personne ne l'arrêta. Elle monta au 2e étage, dans la zone administrative. Elle savait que là se trouvaient des enveloppes remplies de documents oubliés. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais son instinct la guidait. Elle se glissa dans un petit local poussiéreux, presque abandonné. Parmi des classeurs anciens et des papiers non signés, elle trouva un sac en toile bleue. C'était le sien. Elle l'avait oublié des mois auparavant, lorsqu'elle avait quitté l'hôpital après une dispute avec la nouvelle directrice. Elle n'en avait plus eu besoin. Jusqu'à aujourd'hui. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. Parmi des cahiers usés et des stylos sans encre, elle trouva une enveloppe brune. Sans nom, sans date. Juste une petite tache de café dans un coin. Elle l'ouvrit.
À l'intérieur, des papiers. Beaucoup. Des photocopies. Des signatures. L'une d'elles, la même que celle qu'elle avait vue à la banque. Une procuration. Mais cette fois, il n'y avait pas seulement le nom de Laura. Il y avait aussi celui de Francisca Ortega. La mère de Laura. Elena sentit qu'elle manquait d'air. Le document indiquait qu'elle, Elena Moreno, autorisait les deux femmes à avoir un accès total à ses comptes, investissements et propriétés. Pas seulement l'argent. Aussi la maison. Tout. Elle relut le texte. Chaque ligne était un coup de poignard. Le plus cruel n'était pas la falsification. C'était le fait que tout cela avait été orchestré en silence, avec du temps, avec stratégie. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. Un plan qui avait commencé bien avant qu'on la pousse sous la pluie. Elle emmena les papiers dans les toilettes de l'hôpital, le seul endroit où elle savait pouvoir être seule. Elle se renferma. Laissa tomber son sac à dos. S'agenouilla sur le sol froid et étendit les documents devant elle comme s'il s'agissait de pièces à conviction. Parce que c'en était. L'épreuve d'une trahison. Elle regarda ses propres mains. Elle tremblait. Pas de peur. De rage. De déception. De douleur. Et alors elle le dit. À voix basse, pour elle seule. Comme une confession qu'elle devait prononcer. On ne m'a pas seulement pris mon toit, on m'a pris l'enfant que j'ai porté. Les larmes ne coulaient plus comme avant. Elle n'était plus douce ni libératrice. C'était comme du feu sortant des yeux. Elle s'assit par terre. Inspira profondément. Elle savait ce qu'elle venait de découvrir, mais elle avait besoin de comprendre. De reconstituer les pièces. Elle sortit le relevé bancaire qu'elle avait demandé à la banque la veille. Elle s'assit avec les deux documents devant elle et commença à les examiner ligne par ligne. Transaction. Achat. Retrait de fonds. Un virement vers une clinique esthétique. Un autre vers une bijouterie. Puis, le paiement intégral d'une voiture de luxe. Sur tous les justificatifs, apparaissait le même nom, Francisca Ortega. Pas Laura. Pas Daniel. Sa belle-mère. Elena resta immobile. Quel rapport cette femme avait-elle avec tout ça? Depuis quand? Pourquoi? La réponse se dessina d'elle-même dans son esprit. Parce que c'était Francisca qui avait tout planifié. Laura était l'exécutrice. Et Daniel? Daniel était le pigeon utile. Elle regarda de nouveau la feuille. Dans la marge de l'un des papiers, une annotation manuscrite, lettre rapide, maladroite. Confirmer la signature avant vendredi. Francisca. Elena ferma les yeux. L'image de Francisca assise dans son salon, prenant son café avec une confiance totale, se moquant en silence, la frappa violemment. Elle se souvint comment elle restait plus longtemps que prévu. Comment elle disait des phrases au ton sarcastique qui semblaient innocentes, mais qui maintenant prenaient un autre sens. Je ne pourrai jamais vivre avec ma belle-mère, mais vous avez l'air si, résignée. Vous êtes bonne, Elena. Tellement bonne que n'importe qui pourrait en profiter. Elle se souvint aussi comment elle avait peu à peu pris possession de la maison. D'abord en occupant une chambre. Puis en laissant des vêtements dans la salle de bain. Ensuite en installant une télévision dans le salon. Un jour, Elena tenta de lui faire une suggestion. Francisca, vous pourriez peut-être chercher un endroit à proximité. Je sais que vous attendez la fin du mois. Vous me mettez dehors? Répondit-elle avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Non, bien sûr que non. Je pensais juste à votre confort. Je suis très bien ici. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez, bientôt tout sera plus facile. Et ce fut le cas. Bientôt tout fut plus facile, pour elle. Elle sortit des toilettes. Emporta les papiers avec elle. Elle n'avait nulle part où aller, mais elle n'était plus la même femme qui était entrée. Quelque chose en elle avait changé. La rage ne la perturbait plus. Elle la guidait. C'était comme si elle ouvrait enfin les yeux après des années à regarder à travers un rideau. Et ce qu'elle voyait, c'était sa vie en morceaux, construite sur un mensonge. Elle décida de retourner chez Gloria. Frappa à la porte. Gloria ouvrit,
l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Je sais maintenant la vérité. Ce n'était pas Daniel. Pas totalement. C'était Laura. C'était sa mère. C'était elle. Elles m'ont utilisé. Elles m'ont effacé. Elles m'ont remplacé. Gloria la fit entrer. Elles s'assirent à table. Elena déploya les papiers. Gloria lut en silence. Tout cela date d'avant que tu te fasses virer? Des mois avant. Elles ont signé comme si c'était moi. Ont changé les informations. Géré mes comptes. Je n'existais pas. Je ne servais qu'à leur donner quelque chose. Gloria secoua la tête. C'est un crime, Elena. Tu dois porter plainte. Je le ferai. Mais d'abord, je veux savoir jusqu'où elles sont allées. Jusqu'où j'ai été utilisée sans le savoir. Parce que chaque souvenir que j'ai maintenant est contaminé. Chaque geste gentil faisait partie d'un plan. Chaque service qu'on m'a demandé. Chaque mot. Tout. Le silence tomba. Gloria baissa la voix. Et Daniel? Je ne sais pas s'il a été trompé ou s'il a choisi de détourner le regard. Mais ça m'est égal. Je ne lui pardonne pas. Pas encore. Des heures passèrent à examiner les papiers. Elena notait les dates, les noms, les détails. Elle commença à dresser une liste. Pas d'ennemis. Mais de trahison. Laura, pour manipulation, mensonge, avoir pris sa place. Francisca, pour avoir planifié, empoisonné l'atmosphère, pris son fils sans un mot. Daniel, pour avoir gardé le silence, cédé, ne pas l'avoir regardé dans les yeux. Elena se leva. Regarda par la fenêtre. La ville continuait son rythme. Cela lui semblait absurde. Que tout continue comme si de rien n'était pendant qu'elle se détruisait de l'intérieur. « Tu restes ici ce soir ?» demanda Gloria. « Non. Je ne peux plus dormir chez les autres. J'ai besoin d'agir. D'aller quelque part pour réfléchir. Où je pourrais recommencer. Où vas-tu ? Chez moi. Quoi ? Chez eux ? Chez moi. Ils l'ont. Mais j'ai encore les clés. Je veux entrer. Voir la maison. Pas eux. La maison. Voir ce qu'ils ont fait. Et ce que je ferai ensuite. Gloria n'essaya pas de l'arrêter. Elle la serra juste fort dans ses bras. Tu n'es pas seule. Et tu n'es plus la femme qui est sortie de là avec la pluie sur le visage et la dignité brisée. Non. Maintenant je suis une autre. Et ils ne savent pas encore qui je suis quand je me réveille. Elena partit au crépuscule. Elle marcha jusqu'à son ancienne maison. La façade était identique. Mais l'atmosphère était différente. La fenêtre de sa chambre était éclairée. Des rires à l'intérieur. Pas de Daniel. Des rires féminins. Laura et sa mère. Elena s'approcha silencieusement. S'accroupit près de la fenêtre du salon. Écouta. Et si elle porte plainte ? Demanda Francisca. Elle ne le fera pas. Elle n'a nulle part où tomber. Et si elle essaie, nous ferons passer ça pour de la folie. Qui croira une femme sans maison, sans soutien, qui en plus a tout signé ? Tu es douée pour ça. Non, maman. Nous sommes doués. À ce stade, cette femme doit déjà être brisée. Elle ne tiendra pas longtemps. Elena se retira. Elle n'avait plus besoin de rien. Elle ne ressentait plus de peur. Ni de tristesse. Elle ressentait de la clarté. Elle était prête. Elle retourna dans la rue. Elle sortit son carnet. Jour 3. Je ne me sens plus trahie. Je me sens éveillée. Et l'histoire ne faisait que commencer. Elena ne retourna pas chez Gloria après avoir entendu cette conversation depuis la fenêtre. Il ne lui restait plus de larmes, ni de mots. Cette nuit-là, elle marcha sans direction fixe pendant plus d'1 heure, comme si ses pieds savaient où aller alors que son esprit ne le savait pas encore. Elle passa devant des magasins fermés, des couples riant sans savoir que le monde pouvait s'effondrer sans prévenir, et des voitures passant sans s'arrêter. Personne ne la regardait. Et pour la première fois, cela la réjouit.
Elle finit dans une petite église abandonnée, dans un quartier où les rues étaient mal éclairées et les maisons avaient des barreaux aux fenêtres. La porte principale était fermée avec une chaîne rouillée, mais elle trouva une entrée latérale sans verrou. Elle entra avec précaution, poussant le bois gonflé par l'humidité, et s'assit sur le dernier banc en bois, près de la poussière et des restes d'une bougie consumée. L'hôtel était vide. Il n'y avait pas d'image. Rien de sacré, sauf le silence. Elle passa l'allée 2 nuits suivantes. Elle ne parla à personne. Elle ne mangea pas beaucoup. Seulement du pain dur et quelques fruits achetés avec le peu d'argent qui lui restait. Elle n'avait pas besoin de bruit. Elle n'avait pas besoin de réconfort. Elle avait besoin de rester immobile. De se vider. De mourir symboliquement pour pouvoir se reconstruire. Au deuxième lever du soleil, elle sortit son carnet de sa poche. Elle ouvrit la page blanche et commença à écrire. Mais pas des pensées ni des émotions. Elle commença par des dates. Puis des noms. Puis des phrases qu'elle avait entendues ces derniers mois. Des descriptions. Des tons de voix. Des changements de routine. Des relevés bancaires. Elle devint méticuleuse. Comme une chirurgienne. Ou comme une détective. Car si on allait l'enterrer, elle s'assurerait au moins de laisser écrit le crime. Une phrase resta seule sur une page, ce qui détruit, ce n'est pas la haine. C'est la confiance utilisée comme arme. Elle ferma le carnet. Elle respira profondément. Elle n'avait pas de plan complet, mais elle avait mieux, de la clarté. Elle n'était plus désorientée. Elle ne voulait plus de réponse. Elle voulait de la restauration. Pas de vengeance. Pas de punition pour la douleur seule. Elle voulait reconstruire ce qui était à elle. Son nom. Son histoire. Sa paix. Elle fouilla dans les papiers qu'elle gardait dans un sac en tissu et trouva un dossier avec de vieux documents. Là, c'était ça. Une copie certifiée de sa signature de l'année où elle avait acheté la maison. Elle l'avait gardée par habitude. Par ordre. Elle n'aurait jamais imaginé que cela deviendrait une preuve cruciale. Elle comparait cette signature avec celle du pouvoir notarial que Laura et Francisca avaient présenté à la banque. Elle ne correspondait pas. Pas seulement dans le tracé. Mais aussi dans le geste. Sa signature avait de la force. Du style. L'autre était une caricature. Elle sourit avec une amertume tranquille. Le détail qui l'avait condamnée serait désormais son salut. Quand l'horloge marqua 3 heures du matin, elle sortit son téléphone. Elle alluma l'écran. Pas de message. Pas d'appel. Elle fut surprise de ne pas se sentir déçue. Elle s'était libérée du poids d'attendre quoi que ce soit de ceux qui lui avaient déjà montré qu'ils ne la voyaient pas. Elle ouvrit sa liste de contacts. Chercha le numéro de Laura. Il était enregistré avec une image générique. Pendant des années, elle avait refusé de mettre une photo. Son instinct avait parlé avant sa logique. Elle composa le numéro. Laisse sonner 5 fois. Pas de réponse. Elle raccrocha. Elle réessaya 1 heure plus tard. Cette fois, quelqu'un répondit. Elena ? Bonjour. Laura, je sais qu'il est tard. Désolée, sa voix était différente, faible, tremblante. Ça va ? Non. Pas tout à fait. Je voulais juste parler. Pas pour me disputer. Juste, j'aimerais dire au revoir. Me sentir en paix. Ça me fait mal, la façon dont tout s'est terminé. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu viennes. Daniel n'est pas là. Je ne viens pas pour Daniel. Je veux te voir toi. Et ta mère. Juste un moment. J'apporterai un peu de thé, comme symbole de paix. Je ne veux pas me disputer. Juste, boucler la boucle. Un silence de l'autre côté. D'accord. Demain après-midi. Mais ne traîne pas. Ma mère n'est pas de bonne humeur ces derniers temps. Je ne resterai pas longtemps. Merci d'avoir accepté. Elle raccrocha. Elle regarda le téléphone comme s'il était une bombe qu'elle venait d'activer. Puis, lentement, elle sortit une feuille blanche et écrivit « Jour 4 ». Je simule la reddition. Pour pouvoir me relever. Le lendemain matin,
elle alla au marché. Elle acheta des herbes. Pas n'importe lesquelles. Elle connaissait la médecine naturelle grâce à son travail d'infirmière. Elle prépara un mélange léger, non dangereux, mais assez puissant pour provoquer désorientation, somnolence, nausée. Rien qui mette la vie en danger. Juste le contrôle. Son plan n'était pas de blesser. C'était de déstabiliser. Leur faire ressentir, une fois, ce que c'est de vivre sans contrôle absolu. Elle prépara le thé dans un vieux thermos. Pas de sucre. Elle le sucrerait au moment même. Pas par courtoisie. Mais pour s'assurer qu'ils le boivent. Elle prit un bus pour le quartier où elle avait vécu autrefois. Où elle vivait maintenant. Et Daniel. Son fils. Si tant est qu'il mérita encore ce titre. Elle frappa à la porte. Laura ouvrit. Elle portait un haut coûteux. Ses cheveux fraîchement lavés, lâchés, comme si elle sortait d'un spa. Aucune inquiétude. Aucune ombre de culpabilité. Bonjour, Elena. Merci de me laisser entrer. Elle entra. L'odeur était différente. Sa maison n'était plus la sienne. Elle sentait le parfum floral, l'encens bon marché, le déracinement. Francisca était dans le salon. Regarde la télévision. Elle ne se leva même pas. Regarde qui est de retour. Tu viens pleurer? Non. Juste offrir un peu de thé. Elles s'assirent. Elena servit avec des mains fermes. Elles ne soupçonnèrent rien. Pourquoi le ferait-elle? À leurs yeux, elle était déjà une femme brisée, déplacée, sans pouvoir. Lorsqu'elles burent la première gorgée, Elena observa leur réaction avec la patience de celle qui sait que le temps fera son travail. Daniel n'est pas là, dit Laura. Je ne suis pas venue pour lui. Et que veux-tu exactement? Rien. Je voulais juste vous voir. Une dernière fois. Savoir que vous allez bien, maintenant que je n'ai plus rien. Francisca rit. Ça, c'est clair, ma chère. Tu n'as plus rien. C'est pour ça que nous t'avons été utiles. Laura la regarda. Maman. Quoi? Elle le sait déjà. Ou tu crois qu'elle ne s'en est pas rendue compte? Elena ne répondit pas. Elle prit une gorgée de son thé. Tranquille. Sereine. 20 minutes plus tard, Francisca commença à transpirer. Elle se toucha le front. Laura clignait lentement des yeux. Elles se regardèrent. Il fait chaud ici? Non, je me sens étrange. Elena se leva. Vous pouvez être tranquille. Je ne vous ai rien mis qui vous fasse du mal. Juste quelque chose pour que vous soyez comme vous m'avez laissé, confuse. Étourdie. Vulnérable. Laura la regarda, les yeux grands ouverts. Que as-tu fait? Ce que vous m'avez fait, mais sans vous voler quoi que ce soit. Francisca vacilla en essayant de se lever. Appelle Daniel, dit-elle d'une voix rauque. Non. Cette fois, non. Cette fois, vous resterez seul. Comme moi. Elle partit. Ferma la porte calmement. Pas de claquement. Elle n'en avait pas besoin. La tempête était désormais de l'autre côté. En marchant dans la rue, le téléphone sonna. C'était Daniel. Elle ne répondit pas. Elle marcha jusqu'au parc le plus proche. Elle s'assit sur un banc. Le soleil commençait à se cacher. Elle sortit son carnet. Elle écrivit, jour 4. Aujourd'hui, j'ai cessé d'être une victime. Aujourd'hui, j'ai commencé à être la maîtresse de mon histoire. Le téléphone sonna de nouveau. Elle le regarda. Cette fois, elle répondit. Maman, qu'as-tu fait? Sa voix était agitée. Désespérée. Ce que vous m'avez forcé à faire. Qu'est-ce que tu leur as donné? Rien qui puisse leur faire du mal. Juste un petit avant-goût de ce que c'est que de perdre le contrôle. Maman, s'il te plaît. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'as pas encore gagné le droit de m'appeler mère. Daniel garda le silence. Pourquoi fais-tu ça? Parce que j'étais sur le point de disparaître. Et je ne compte pas le permettre. Elle raccrocha. Ce jour-là,
Elle ne dormit ni à l'église, ni chez Gloria, ni dans une auberge. Elle dormit en paix. Car pour la première fois depuis des années, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû perdre, le pouvoir de dire « ça suffit ». Le lendemain matin n'arriva pas avec le soleil ni avec des promesses. Il arriva calmement. Elena ouvrit les yeux lentement, comme si chaque partie de son corps devait réapprendre à habiter un monde où elle n'était plus invisible. Elle était allongée sur un matelas fin dans la chambre arrière d'une vieille maison ayant appartenu à une tante décédée. Personne ne venait la chercher ici. Personne ne savait qu'elle possédait encore cette clé. Il n'y avait pas d'électricité. Pas de confort. Mais c'était son espace. Et le silence ne faisait pas mal. Le silence n'était plus un ennemi. Elle se leva sans se presser. Ouvrit les fenêtres. Le vent entra doucement, mêlé à l'odeur de terre humide. Elle alluma une bougie et, à sa lumière, examina pour la dernière fois les papiers qu'elle avait rassemblés ces derniers jours. Le pouvoir notarial falsifié, la copie de sa signature légitime, les mouvements bancaires, les transactions au nom de Francisca Ortega, les dates exactes des détournements de fonds, et la déclaration d'un ancien employé de la banque qui se rappelait qu'Elena n'était jamais venue signer en personne. Elle avait tout. Ce jour-là, Elena ne cuisina pas. Elle prépara juste une nouvelle infusion. La formule était simple, rien d'illégal, mais suffisante pour créer l'effet désiré. Les herbes agiraient en environ 30 minutes. Légère désorientation. Somnolence. Baisse de tension. Juste ce qu'il fallait pour que le corps se rende sans résistance. Elle n'avait pas besoin d'armes. Pas besoin de crier. Elle visait la précision. À 4 heures de l'après-midi, elle frappa de nouveau à la porte de son ancienne maison. Laura ouvrit avec une expression contenue. Elle était tendue. Elle le cachait mal. « Je ne m'attendais pas à te voir si tôt, » dit Laura. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » répondit Elena en baissant les yeux. « Je voulais juste vous remercier de m'avoir laissé entrer l'autre jour. J'ai apporté plus de thé. Pour partager. Cette fois, sucré. Comme ma mère me l'a appris. Elle disait toujours que le sucre apaise l'âme. » Francisca était sur le canapé, une couverture sur les jambes. Il faisait chaud, mais elle semblait quand même trembler. Elena ne posa aucune question. Laura servit les tasses, machinalement. La mère prit une gorgée sans demander. « Et Daniel ?» demanda Elena sans regarder personne. « Dehors. »« Je ne sais pas quand il reviendra, » dit Laura, en regardant sa tasse avec méfiance. « Peu importe. Je ne suis pas venue pour lui. C'est mon adieu définitif. » Les mots flottèrent dans l'air. Les femmes burent sans commenter. Laura plus lentement, mais elles burent. 25 minutes plus tard, Francisca commença à fermer les yeux. Ses bras se détendirent. Elle murmura quelque chose d'incompréhensible et s'affaissa sur le canapé. Laura tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient. Elle se soutint sur la table, regardant Elena, paniquée. « Qu'est-ce que tu m'as donné ? » « Rien que vous ne puissiez supporter. Rien que je n'ai pas ressenti ces derniers mois. Juste un instant, de faiblesse. Pour égaliser le terrain. » Laura tenta de parler, mais les mots sortaient avec difficulté. « Pourquoi fais-tu ça ? Parce que vous avez franchi une ligne. Vous m'avez effacé. Vous m'avez pris ce qui m'appartenait. Et pendant que je pleurais dans une église abandonnée, vous vous moquiez dans mon salon. Tu veux savoir ce qui m'a fait plus mal que la trahison ? Le silence. Votre foutu silence. » Laura tenta de se lever. Elle tomba assise. « Je vais te dénoncer. Fais-le. La police sera très intéressée de te parler. En fait, je les rencontrerai demain. Ils ont déjà les copies. Il me manquait juste la dernière pièce du puzzle. Et vous m'avez donné ce qui manquait. » Elena se leva. Parcourut la maison. Ouvrit les tiroirs. Elle savait exactement où chercher. Dans le bureau, elle trouva ce qu'elle voulait, une petite clé USB cachée dans une boîte métallique. Elle la prit sans dissimulation. Elle sortit aussi un dossier avec des papiers signés par Laura, beaucoup d'entre eux à son insu. Elle photographia tout avec son téléphone. De retour dans le salon, les deux femmes restaient immobiles.
Elle respirait lentement. Ce n'était pas une urgence. Mais ce n'était pas agréable non plus. Elena s'approcha, les observa d'en haut. Je ne vous souhaite pas de mal. Mais je ne vous souhaite pas non plus bonne chance. Tout revient. Et ce que vous avez semé, commence déjà à pousser. Elle partit sans se retourner. Cette nuit-là, Elena dormit chez Gloria. Elle ne parla pas beaucoup. Elle remit juste les documents et lui demanda de l'accompagner le lendemain au bureau du procureur. Le matin fut silencieux. Elena se présenta avec dignité. Elle ne pleura pas. Ne demanda pas de compassion. Elle exposa les faits avec sérénité, avec date, avec preuve. Sa voix ne trembla pas une seule fois. La fonctionnaire qui l'a reçue prit note de tout. Demanda des copies des documents. Promit d'ouvrir une enquête. Ils lui demandèrent patience. Elena sourit. J'ai attendu trop longtemps. Un peu plus ne me fera pas de mal. Cet après-midi-là, Gloria prépara du riz aux légumes. Elena mangea à peine. Son téléphone sonna pendant qu'elle lavait la vaisselle. C'était Daniel. Elle hésita. Répondit. Maman. Le ton était différent. En pleurs. Brisé. Que se passe-t-il? Ils sont à l'hôpital. Laura, ma belle-mère, quelque chose leur est arrivé. Ils ont dit que c'était le thé. Elles sont vivantes, n'est-ce pas? Oui, mais, qu'as-tu fait? Je t'ai rendu la vie que tu m'avais enlevée. Le reste, tu l'as fait toi-même. Daniel se tut. J'ai trouvé les documents. La clé USB. Tout. Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que tu n'aurais pas écouté. Parce que tu étais trop occupé à choisir d'être mari avant d'être fils. Parce que tu t'es caché derrière elle pour ne pas affronter ce que tu savais depuis le début. Je ne savais pas tout. Ne mens pas. Tu savais assez. Et tu t'es contenté de fermer les yeux. Daniel sanglota. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu. Tu l'as fait le jour où tu as laissé qu'on me mette dehors. Tu l'as fait chaque fois que tu n'as rien dit pendant qu'elle prenait des décisions en mon nom. Tu m'as ôté la voix. Et quand une femme perd sa voix, elle apprend à parler par ses actions. Et maintenant? Maintenant, tu affrontes les conséquences. En tant qu'adulte. En tant qu'homme. En tant que quelqu'un qui ne peut plus se cacher. Tu me détestes? Non. Tu me déçois. Et ça, parfois, ça fait plus mal que la haine. Elle raccrocha. Quelques jours plus tard, la police informa Laura et Francisca de l'enquête pour fraude et falsification de documents. Les appels de Daniel devinrent plus fréquents. Des appels auxquels Elena ne répondait pas toujours. Un matin, alors qu'elle prenait un café avec Gloria, la télévision montra un titre, Femme et sa mère accusées de falsification et détournement de fonds. Possible charge pénale. Les photos étaient claires. Laura, le visage couvert. Francisca, en fauteuil roulant. Daniel, au loin, silencieux. Gloria éteignit la télévision. Et maintenant? Elena prit une gorgée. Maintenant, je respire. Daniel ne vint plus la voir en personne. Elena le laissa partir. Pas avec rancune. Avec acceptation. Parfois, les enfants se perdent. Et il faut les laisser partir pour ne pas se perdre soi-même. Cet après-midi-là, elle repassa devant son ancienne maison. Cela ne faisait plus mal. Cela n'avait plus d'importance. Le cycle se refermait. Et le silence, cette fois, était à elle. Pas un silence gênant. Pas non plus un silence vide. C'était le silence d'une paix acquise, non offerte. Un silence qui ne parlait plus d'abandon, mais de guérison. Ce silence accompagnait Elena pendant les mois suivants, alors qu'elle s'éloignait de tout ce qu'elle avait connu et commençait à habiter quelque chose de complètement nouveau, elle-même. 3 mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'elle avait entendu la voix de Daniel. Ce n'était pas un adieu. C'était un écho qui s'était estompé lentement, jusqu'à ce qu'il cesse de faire mal. Gloria lui proposa de rester chez elle, elle lui offrit même une chambre permanente. Mais Elena avait besoin de plus que des murs partagés. Elle avait besoin d'horizon.
Et elle le trouva dans une vieille propriété héritée de sa grand-mère maternelle. Une cabane en bois au bord de la mer, abandonnée depuis des années, rongée par le sel, le vent et les souvenirs. À son arrivée, la porte s'ouvrait à peine, les fenêtres n'avaient pas de vitres et le toit laissait passer la pluie en 3 endroits différents. Mais elle était à elle. Non pas par document. Par le sang. Par droit. Par histoire. Elle n'avertit personne. Elle n'écrivit pas d'adieu. Elle empaqueta seulement l'essentiel et partit en bus, avec 2 valises, un carnet, une copie du dossier de police et une boîte en bois contenant de vieilles lettres et des photographies de son enfance. Personne ne lui fit ses adieux. Personne ne l'attendit. Et c'était exactement ce qui la libérait. Pendant des semaines, elle travailla de ses mains. Elle ponça, peignit, colmata les fissures. Elle apprit à changer les tuiles, à réparer les canalisations, à couper du bois. Parfois, ses doigts saignaient. D'autres fois, elle pleurait d'épuisement. Mais chaque blessure était différente de celle qu'elle avait accumulée toute sa vie. C'étaient des blessures avec un sens. Elle faisait mal, mais elle construisait. Parfois, elle restait des heures assise face à la mer, observant seulement comment les vagues se brisaient sans demander la permission, comment elle revenait encore et encore sans peur d'être rejetée. Là, elle comprit ce qu'elle n'avait pas saisi toutes ces années de mer: le véritable amour ne se traîne pas. Il se donne. Et s'il n'est pas reçu, il se retire avec dignité. Elle peignit. Elle ne savait pas qu'elle avait ce talent, ou peut-être le savait-elle et l'avait oublié. Elle peignit des portes ouvertes, des femmes de dos, un enfant aux yeux fermés et une femme âgée marchant sur une ligne mince entre l'eau et le ciel. Elle peignit ce qu'elle avait eu. Et à chaque trait, elle laissait échapper un gramme de douleur. Elle écrivait des lettres. Presque tous les jours. À son mois de 30 ans, à l'infirmière qui se donnait corps et âme pour tout le monde sauf pour elle-même, à la jeune femme qui avait rejeté l'amour par peur de paraître égoïste, à la mère qui avait attendu trop longtemps une gratitude qui n'était jamais venue. Elle écrivait aussi à Daniel. Pas pour les envoyer. Juste pour nettoyer sa mémoire. Dans l'une de ses lettres, elle avait écrit: « Si un jour tu me cherches, que ce ne soit pas par culpabilité. Que ce soit parce que tu as appris à regarder sans te boucher les yeux. » Elle n'a jamais mis d'expéditeur. Elle ne les a jamais signés. Les jours sont devenus plus longs. Non pas parce qu'elle était seule, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de fuir le temps. Elle a commencé à se réveiller au son des mouettes, à s'endormir au murmure des vagues. Elle mangeait juste ce qu'il fallait, parlait peu et riait seule. Elle n'avait pas besoin de compagnie pour se sentir vivante. Le monde lui avait pris beaucoup de choses, mais elle avait retrouvé ce qui était le plus précieux: la capacité de se choisir elle-même. Un lundi matin, alors qu'elle balayait l'entrée de la cabane, elle trouva une enveloppe sous la porte. Elle était humide, pliée. Pas d'expéditeur, mais elle reconnut l'écriture instantanément. L'écriture de son fils. Elle l'ouvrit avec des mains fermes. Elle ne trembla pas. La lettre était courte. Mais les mots pesaient. Maman. Je suis dans une clinique. On m'a diagnostiqué une dépression sévère. J'ai perdu le contrôle de tout. Laura m'a quittée. Sa mère aussi. Maintenant je vois ce que j'ai permis. Ce que je n'ai pas arrêté. Ce que j'ai tué. Je ne veux pas d'excuses. Je veux juste te dire que je suis désolée. Je ne sais pas si un jour tu me pardonneras, mais j'avais besoin de te le dire. Je me suis trompée. Je n'ai pas été un fils. Je n'ai pas été un homme. J'ai été un lâche. Ton fils, si je peux encore me nommer ainsi. L'encre avait coulé. Des taches de larmes. Ou du moins, c'est ce que cela semblait être. Elena lut la lettre 3 fois. Puis elle se leva. Elle marcha jusqu'au bord de la mer avec l'enveloppe à la main. Le vent lui frappait le visage. Elle ne se couvrit pas. Elle laissa la brise sécher ses yeux, même s'il n'y avait pas de larmes. Elle resta là un moment, seule, face à l'eau. Et alors, elle déchira la lettre en morceaux. Un par un. Sans haine. Sans colère. Elle le fit avec la délicatesse de celle qui dit adieu à un fantôme. Puis elle lança les morceaux dans la mer et observa le courant les emporter. De retour dans la cabane,
Elle ouvrit son carnet et écrivit une seule phrase: quand tu cesses de mendier l'amour là où il n'y a que des miettes, tu apprends que la dignité est la maison où tu aurais toujours dû vivre. Elle ne regarda plus jamais en arrière. Et la mère, comme témoin, conserva le reste. Pour toujours. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous aimerions le savoir. Beaucoup de personnes vivent des situations similaires. Nous espérons que la voix d'Elena vive dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer de vous apporter des récits émouvants tous les jours. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent dès maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À très vite pour la prochaine vidéo. Un câlin.